que je fais actuellement de créateur de contenu, il n'existait pas il y a 5 ans encore. Le métier que je fais, c'est un métier à risque. Mon travail de faire des photos ou de faire des films, c'est peut-être 5% ou 10% du montant, parce que le reste du temps, tu es en train d'envoyer des mails, de contacter des gens. Et moi, j'ai très vite compris ce qui m'intéressait, c'était à la fois le beau. Moi, je suis un esthète, j'aime bien la beauté. Mehdi 1, Karima, Job Story. Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Job Story. On va parler aujourd'hui photographie, création de contenu avec Christian Mamoun, le très très sympathique Christian Mamoun. On va faire un petit récap de sa carrière, de son parcours et surtout comment il est devenu photographe. Mehdi 1, Karima, Job Story. Christian Mamoun, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup de me recevoir. Tout le plaisir est pour moi. D'être là. Marhaba bik fi Tanja. Tu comprends déjà et tu parles aussi un peu. Alhamdoulilah, c'est très très bien. Christian, comme je l'ai dit, tu es donc photographe, créateur de contenu. On sait qu'il y a des carrières comme ça, généralement, surtout quand il s'agit de carrières un peu artistiques, tout ce qui est photo, cinéma. C'est pas forcément évident d'arriver au stade de professionnel. Ramène-nous peut-être à tes premiers pas, tes premiers pas dans l'univers professionnel, comment tout a démarré avant de devenir justement photographe, le petit parcours. Moi j'ai un parcours un peu atypique en fait, j'ai jamais fait mon bac, j'étais pas très bon à l'école. Et la chose que tu peux faire quand je suis venu faire un année sabbatique au Maroc, et mon père m'a dit t'as 1 an et après tu vas faire des études, sauf qu'au son bac tu fais pas grand chose en fait. Et ce que tu peux faire quand tu n'as pas le bac, c'est les études d'art, danse, musique, beaux-arts. Et à la base, je me destinais en architecte d'intérieur parce que je me disais c'est un bon fancy, métier. Voilà, exactement. C'est très fancy voilà, aussi. Sauf qu'en fait, j'étais pas du tout doué parce que de nouveau, maths, calcul, tout ce à quoi on doit être bon à l'école. Ouais. Et donc, en fait, les beaux-arts, même aux beaux-arts, normalement, il faut un bac. Sauf qu'en fait, si tu es extraordinaire ou si tu as un très bon portfolio, tu peux rentrer parce qu'on peut reconnaître ton talent. Et apparemment, le talent est reconnu plus que, par exemple, si tu ramènes il peut primer sur les notes, en fait. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance, j'ai pu accéder à des très bonnes écoles en France, en fait, avec ça. J'ai été aux Beaux-Arts de Nantes, qui était la 3e meilleure de France à l'époque. Excellent. Et par la suite, et je trouve que c'est vraiment important de souligner ça pour tous ceux qui sont un peu en échec scolaire et qui se disent « je vais jamais devenir quelqu'un », j'ai quand même réussi à entrer dans les meilleures écoles de France. Tu sais, il y a 10 grandes écoles en France et les Arts Déco de Paris, c'est celle de l'art. Ouais. Donc, j'ai fait mon master là-bas. Excellent. Excellent, c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est pas une fatalité en soi, mais il y a aussi l'effort qui va avec. C'est-à-dire que tu as sûrement dû trimer, tu as tout donné. Donc je pense que ça aussi, ça joue, ça équilibre un petit peu les choses. Ça, c'est sûr, c'est des concours extrêmement durs pour entrer dans ces écoles-là. Quand j'étais aux Arts Déco, je crois qu'il y avait 400 personnes, il y avait 2 places dans ma section, donc c'est des sélections sévères. Très sélectif, ouais. Si on veut y aller, il faut vraiment mettre tous les moyens possibles pour y accéder. Ouais. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs, tu as tout donné, tu as fait donc tes études. Et qu'est-ce que tu as fait une fois ton diplôme en poche? Est-ce que tu as toujours exercé la photographie ou est-ce que tu as connu un avant-après? Non, j'ai jamais connu autre chose en fait. Même pendant mon année sabbatique, en fait, j'étais en stage, je faisais des stages dans des agences de com où j'avais eu la chance de pouvoir être sur un tournage, le tournage de Kanyama Khan. Et c'était vraiment génial de pouvoir assister à ça. Et parce que c'était des beaux décors, c'était des super acteurs, c'était une belle histoire en fait. Et donc c'est là que tu as découvert un petit peu... Et attention, c'est pas du storytelling, ça s'est passé pour de vrai. J'ai rencontré quelqu'un sur une dune, à Merzouga, en haut d'une dune de sable. D'accord. Qui m'a dit tu as pas le bac, c'est pas grave, tu peux rentrer dans une école d'art en France. Et c'est là que ça a commencé, sur une dune. Voilà, comme quoi la vie fait très bien les choses. Rencontrer quelqu'un sur une dune, c'est possible. En tout cas, dans mon cas, tout s'est beaucoup joué à la rencontre en fait. Et je pense que c'est ce qui prend la place centrale de mon travail aujourd'hui sur Instagram, c'est la rencontre avec les personnes en fait. Je pense l'individu en fait n'est pas pour grand chose s'il n'est pas bien entouré. Je suis tout à fait d'accord. Je donne des cours parfois dans des écoles privées en France, à l'ISA notamment, et je leur dis toujours dès la première année, il faut commencer à travailler son réseau. Ça commence par ça, surtout dans nos métiers. C'est vrai. C'est pas tant que ça une méritocratie, c'est aller, de toute façon sans talent on va nulle part, mais ce qui vient vraiment en deuxième place c'est qui on connaît et comment est-ce qu'on peut mettre en place
en fait, sa carrière. C'est vrai que c'est hyper important le réseau. C'est peu importe les métiers d'ailleurs, je pense, mais surtout quand il s'agit de métiers un petit peu à vocation artistique, culturelle et tout, c'est hyper important parce que voilà, c'est comme ça et les rencontres aussi. C'est pas très beau, hein. C'est peut-être même décevant parce qu'on a toujours le rêve de l'artiste qui réussit par son génie. Mais beaucoup de génies n'ont jamais été découverts. Voilà, exactement. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage, voilà. C'est malheureux. Dans notre coin. Mais peut-être il faut aussi désillusionner par rapport à ça. En fait, peut-être le travail de l'artiste, c'est aussi le travail du réseau. En fait, ce n'est pas que le travail. Moi, je dirais que mon travail de faire des photos ou de faire des films, c'est peut-être 5% ou 10% du montant. Parce que le reste du temps, tu es en train d'envoyer des mails, de contacter des gens, de démarcher, d'envoyer des devis. Tout ce qui vient avec, qui ne se voit pas. En fait, la vidéo ou la photo, c'est le pic de l'iceberg. En fait. Exactement. Et c'est pas forcément fun, mais c'est un mal pour un bien. Il faut vraiment faire toutes ces étapes. C'est juste, ça fait partie du métier. Voilà, en fait. exactement. C'est un On métier. Prend tout. C'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps, c'est un métier dont on vit. Donc il y a des charges, il y a des coûts. C'est vrai, il faut être conscient de tout ça, surtout si on a envie d'en vivre, parce que c'est ça en fait ce qui fait la différence entre une passion et un métier. Quand on veut rentabiliser sur cette passion, c'est ça, il faut vraiment prendre tout le packaging autour et pas juste la passion, parce que sinon on la garde en tant que passion et on bosse dans une multinationale en parallèle. Et puis voilà exactement, on se trouve un CDI, on reste tranquille. En fait, le métier que je fais, c'est un métier à risque. Dans le sens où il n'y a pas de sécurité financière, en fait, et dans le sens où aussi, en fait, il faut s'actualiser en permanence. Il faut en permanence faire attention de ne pas être ringard. Je pense qu'en fait, quand on est dans un CDI un peu pépère comme ça, tranquille, on n'a pas besoin de rester à la mode, on n'a pas besoin de faire du sport pour être en forme. Tu y vas tranquille, tu attends la fin du mois et tu checkes ton compte bancaire. Alors que moi, dans ma carrière qui dure peut-être 10 ans maintenant, je me suis renouvelé plein de fois et je suis obligé en fait, en permanence de veiller ce qui se fait, parce que sinon il y a quelqu'un de plus jeune, plus beau et plus actif qui va venir et qui va prendre tout. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, ça nous ramène aussi au concept de des fois, on a tous, enfin pas des fois, mais on a tous des idées, mais ce qui fait la différence entre une personne et une autre, c'est justement cette capacité à la rendre réelle et à la concrétiser. Parce que sinon, on a tous des idées... des idées de fou, on a des plans sur la comète et tout, mais la différence c'est qu'il y a des gens qui se disent je vais le faire et d'autres personnes qui le gardent comme ça. Encore entre je vais le faire et le faire, c'est encore une autre étape. Parcours du combattant, avec des petites flaques de boue, etc. Oui, je veux dire, c'est très rare quand on termine par faire ce qu'on voulait faire à la base. Mais si on est déjà à 30% de ce qu'on voulait faire à la base, c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà un très très bon début. Et c'est aussi important aussi de s'en rendre compte dès le début. C'est-à-dire quand on commence un petit peu notre orientation professionnelle ou même nos études, c'est hyper important, je pense, de se tracer un petit chemin, ne serait-ce que pas forcément définitif, mais au moins avoir une certaine vision. Ne pas être carré dans une boîte, parce que ça aussi c'est pas bien, il faut être flexible. Parce que des fois la vie, elle te dit non, ça va pas se passer comme ça. C'est vrai qu'à la fois, en même temps, il faut... À la fois, je parle sur mes deux casquettes de photographe et de créateur de contenu, il faut quand même aussi avoir une ligne directrice dans ce qu'on fait. Tu peux être photographe qui touche à tout, mais tu vas jamais monter en grade dans la photographie si tu fais un peu de mariage, un peu de nature morte et un peu de portrait, un peu de mode. Personne ne va savoir cerner ce que tu sais faire et tu vas te spécialiser dans rien. Ouais, c'est vrai. C'est important, à un moment donné, peut-être au début on peut faire un peu de tout, et à un moment donné il faut quand même comprendre dans quoi on est bon. Et une fois qu'on a saisi ça, il faut foncer en fait. C'est vrai, avoir une vision aussi, une signature, c'est hyper important. Parce que si tu le fais par passion et par amour, tu vas justement prendre le temps de te dire qu'est-ce que j'aime réellement. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimes réellement finalement? À un moment donné, qu'est-ce que tu t'es dit, je vais m'orienter vers quoi? Une fois le tournage, donc tu as assisté au tournage de tes cousins, c'est ça? Et tu as découvert un peu, tu as découvert ce monsieur sur la dune. Et ensuite, comment ça s'est passé? Comment les choses se sont enchaînées pour toi? Ce monsieur sur la dune, c'est un photographe à Paris. Avec qui je suis devenu colocataire à Paris par la suite pour devenir... Non, c'était une longue histoire d'amitié qui a commencé sur cette ligne. Le destin fait bien les choses. Oui, parfois, oui. Mais je ne sais pas si c'est du destin, si c'est le maktoub ou peut-être Lazare, mais en tout cas, là, ça s'est bien produit, en fait. Et moi, j'ai très vite compris ce qui m'intéressait, c'était à la fois le beau, moi je suis un esthète, j'aime bien la beauté, et les rencontres humaines. Donc ça se rend compte, en fait, je pense que ça se résume un peu dans la photographie de mode. Mais il ne faut pas se tromper sur qu'est-ce que c'est de la photo de mode. Et moi, j'ai fait... Au début, je pense que j'étais un peu aveuglé, je ne comprenais pas très bien de quoi on parle. En fait, mais pour moi, c'était de l'artistique. Alors qu'il faut être clair, en fait, la photographie de mode, et en fait, on met de l'artistique au service de la vente. Donc, en fait, on est dans un geste extrêmement commercial. Où, en fait, au final, le geste artistique n'est pas si important que ça, en fait. Et c'était pas... Est-ce que c'était quelque chose qui te stimulait, ou à un moment, tu t'es dit, finalement, c'est pas ce que je veux faire?
Je vais essayer autre chose peut-être ou découvrir d'autres aspects de la photo. En fait, tout dépend de comment on envisage la photo de mode. Mais actuellement, je trouve par exemple que les tendances sont un peu fades en fait. Parce que les DA et les bureaux de tendance, donc les bureaux qui décident en fait qu'est-ce qu'on va photographier et comment, s'orientent en fonction de l'habitude du spectateur. Et le spectateur a l'habitude de regarder des sites web de e-commerce où tout est fond blanc et gris. Et donc, en fait, quand on regarde les grandes campagnes, les grandes marques actuellement, tout est blanc et gris, il ne se passe pas grand-chose. Comparé à la photographie de mode dans les années 90, par exemple, Merte Marcus ou Marie Testino qui faisait des sets incroyables avec des voitures qui étaient jetées par des avions. Enfin, quand on entend parler de ces gens-là, j'en ai fréquenté pas mal, et quand ils te racontent ce qu'ils faisaient à leur époque et ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'est vraiment redressé en termes de possibilités. C'est différent. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper important, je pense aussi, parce que des fois, on a tendance à rentrer... Des fois, ça fait gagner de l'argent aussi. Donc, les gens peuvent rester dans une case ou dans ce style de photographie, ou peu importe d'ailleurs, même si c'est pas forcément de la photo, mais rester juste pour l'aspect pécunier de la chose. Et je pense que ça casse la créativité à un moment donné, ça devient un petit peu robotisé. C'est un équilibre hyper compliqué à trouver. J'en parlais l'autre jour avec une amie styliste. Exactement ce sujet-là. En fait, il y a les photographes qui deviennent très bons businessmen, mais du coup, qui vont perdre un peu la fibre artistique, où les photos deviennent très commerciales et pas très inspirantes. Il y a ceux qui sont très bons artistes et pas très bons businessmen, et qui du coup vont pas forcément durer très longtemps, en fait, parce que ils vont pas gagner de l'argent. Et pour pouvoir être photographe, en fait, c'est des investissements lourds. C'est un appareil photo professionnel, c'est une certaine somme. Bien sûr, c'est du matos aussi, c'est du matériel qui coûte cher et qui doit être renouvelé régulièrement. C'est pour ça qu'en fait, quand on se lance, pour les spectateurs qui potentiellement veulent se lancer dans ce métier, il faut comprendre qu'en fait, c'est important. Je vais parler à la jeunesse. Il faut pas... Écoutez-moi, regardez-moi dans les yeux, regardez cette caméra. Non, mais sur les dévis, parce que là, j'étais encore confronté sur quelque chose comme ça récemment. En fait, il faut vraiment pas mettre des vies trop bas, parce que les gens oublient de rentabiliser leur matériel photo dans leur matériel, leur temps, le coût d'un MacBook Pro, d'un Canon, etc. Qui doit se rentabiliser en fait à chaque action commerciale, donc à chaque shooting. Est-ce que tu encourages justement, vu qu'on en parle maintenant et qu'on était en train de parler de jeunes, est-ce que tu encourages les jeunes à se lancer dès le début, ou prendre le temps un petit peu de... Voilà, peut-être d'avoir un autre métier en parallèle, ou de découvrir autre chose, ou d'avoir les deux, équilibrer un peu entre un métier qui te fait gagner de l'argent et un petit peu pratiquer ta passion en parallèle et voir où ça va te mener? Je pense que ça dépend vraiment de quel milieu social que tu es ici, de ce que tu peux te permettre en fait. Si tu as besoin de gagner ta vie et il n'y a pas de backup parental, etc., peut-être c'est prudent de commencer avec un petit CDI à côté et de faire au fur et à mesure. Si tu as tous les moyens qu'il faut, tu peux te lancer directement. C'est du cas par cas finalement. Oui, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ces choses-là. Je ne suis même pas sûr que je recommanderais à des gens aujourd'hui de commencer en tant que photographe, parce que je pense que c'est un métier qui est quand même menacé en fait. Entre l'intelligence artificielle, une concurrence démentielle, c'est un métier très compliqué. Et pour se lancer aujourd'hui là-dedans, il faut être courageux. C'est vrai, il faut avoir du souffle aussi. Et être très patient, je pense aussi, parce que ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Peut-être que ça va se faire, mais ça va... Voilà, ça va prendre c'est plus lent de temps. Et c'est cyclique, c'est pas du tout... Il y a pas de, alors, ça, on aime bien raconter dans les films que les carrières, c'est des flèches... non, pas du tout. Droite, mais en réalité, c'est du haut, du bas, et un peu haut, un peu ça remonte, ça chute violemment et ça remonte un peu. Enfin, c'est comme les actions en bourse en fait. Une carrière, c'est des vagues. C'est comme la vie d'ailleurs, comme la vie de tous les jours. Des fois t'es bien, des fois t'es pas bien, et voilà, tu go avec le flow finalement. J'aime bien comparer ça au surf en fait. Je trouve que de temps à autre, on arrive à choper une vague, on reste dessus, on la ride jusqu'à ce qu'on arrive dans l'eau plate. Et puis, une fois que c'est terminé, il faut repartir contre les vagues. Et ça, c'est long et laborieux jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à un spot où peut-être on va choper une vague. C'est vrai. Je trouve ça très comparable en fait au cycle de vie d'un créatif. C'est vrai. Parce que ça s'applique à tous les métiers créatifs, en fait à tous les métiers freelance. Je pense que tous les métiers aussi, c'est aussi hyper important, parce que même quand tu es dans le salariat avec un contrat, etc., il faut savoir à un moment si tu te sens plus à ta place, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs avec beaucoup d'invités dans Job Story. Quand tu te sens plus à ta place, il faut se poser la question et se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu la donne
et voilà, peut-être trouver autre chose, pas la prise de risque de YOLO, mais voilà, juste un petit peu, quoi, se dire, est-ce que j'ai d'autres opportunités, est-ce qu'il y a d'autres brèches, etc. Parce que ça serait dommage de passer toute ta vie ou plusieurs années de ta vie dans une carrière ou dans un métier que tu n'aimes pas forcément, et du coup ça empiète aussi sur ta vie personnelle, donc c'est pas très healthy au final. C'est vrai, il y a ce livre, Lettre à un jeune poète, et je crois que c'est dans la 3e page où il dit, vraiment ça m'avait donné une claque à l'époque, il disait, si tu te réveilles au plus sombre de ta nuit, et là ta voix c'est j'ai besoin de faire ce que je suis en train de faire, là tu es au bon endroit en fait. Et si tu l'es pas, ne deviens pas artiste en fait. Je pense qu'il y a comme pour les artistes, il y a une question d'urgence et de nécessité. Moi je pense clairement par rapport à ma situation à l'époque, sans bac, sans rien, il y avait une question de self-defense, tu vois. Il y avait une question de toute façon il n'y a pas d'autres options, et donc il fallait foncer pour s'en sortir. En fait, tu te dis finalement j'ai pas trop le choix. Donc c'est soit ça va marcher, soit... En tous les cas, quand tu sors d'une école et que tu n'as pas de bac et tu veux commencer à travailler, d'être dans la vie active, ouais, en fait, là pour moi c'était l'option en fait, de rentrer dans une école de beaux-arts et au final rattraper ce que j'avais pas fait. Et pour avoir aussi, est-ce que c'était question aussi de crédibilité ? Le fait de faire une école d'art, se dire finalement j'ai ma place. Oui, je pense que on vit dans une société où les diplômes sont importants. En fait, c'est vrai que en fait, je pense qu'en fait, quand on regarde notre jeunesse, où les gens ils pensent beaucoup ce qui est important, c'est les vues, la fame sur Insta, etc. Ouais. C'est vrai que ça a une place aujourd'hui dans notre société, il ne faut pas le nier. Mais en fait, les générations qui décident actuellement encore, ils vont quand même porter plus d'importance à ton diplôme qu'à tes vues sur Insta. Ouais, et donc, je pense que c'est important de faire un diplôme et idéalement un bon diplôme d'une bonne école. C'est vrai, c'est un truc en plus, c'est une bonne chose en plus. Non, c'est la clé en fait. C'est la clé d'entrée en fait. C'est la clé et puis en fait, faire des études, c'est comme aussi apprendre des choses. C'est pas juste avoir un diplôme, c'est s'enrichir, se rencontrer des gens. Et c'est l'opportunité de rencontrer des gens qui te disent que ce que tu fais est pas bien. Parce que ça n'existe plus beaucoup en fait une fois qu'on quitte l'école. Ouais. Et tu as connu ce genre de situation ? Beaucoup. Et tu le prends comment ? Parce que j'imagine que ça peut être un peu frustrant. C'est aussi question d'ego. Des fois, il faut vraiment bien maîtriser son ego dans ces situations. Et à plusieurs reprises pendant mes études, mes profs m'ont dit, mais en fait, non. Et alors, soit tu te dis, ok, peut-être ils ont raison. Soit tu te dis, mais non, en fait, moi, je suis d'accord avec moi-même. Je suis en accord avec ce que je fais et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu apprends, en fait, du coup, à parler de ton art, de dire et défendre. À le défendre aussi, à défendre et à assumer. Et c'est hyper important parce qu'en fait, une fois qu'on quitte, c'est très rare que quelqu'un te dise ce que tu fais, c'est vraiment pas bien, ou pas intéressant. En général, on te dit c'est beau. Ouais, c'est beau du merci, je sais. Et ça n'a vraiment pas beaucoup de valeur. Je te l'ai dit avant. Voilà. Ou on rencontre des gens qui te demandent de justifier quelque chose et en fait, c'est important de pouvoir savoir parler. L'art, c'est aussi l'art de la parole. Ouais. C'est vrai. Et savoir bien vendre, pas le vendre forcément dans le sens argent, mais le défendre, comme tu as dit. C'est hyper important parce que sinon, toutes les personnes qui vont venir critiquer de façon pas constructive, ils vont te faire baisser les bras à un moment donné. Ça serait dommage d'écouter tout le monde. Surtout dans la photographie, à un moment donné, on est quand même tous un peu similaires. On a un appareil entre les mains, il y a un cadre, il y a un fond, un sujet. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on choisit l'un et pas l'autre ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? En dehors du réseau et en dehors du fait qu'on aime bien ces photos-là ou l'autre, c'est en fait qu'est-ce que tu racontes autour de ton image ? Et qu'est-ce que transporte ton image ? Et si tu peux, donc j'avais des profs qui te diraient qu'une image doit se comprendre sans qu'on met des mots dessus. Je suis d'accord là-dessus. Une bonne image, c'est qu'on comprenne. Ça te raconte une histoire, voilà. Mais peut-être tu avais besoin de dire autre chose que cette image dit sans les mots. Et à ce moment-là, c'est bien de savoir le dire en fait. C'est important, même obligatoire, je pense. Je pense aussi, c'est hyper important aussi de, justement encore une fois, de défendre son travail, de défendre son art et aussi de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Parce que des fois, il y a des gens, peu importe la carrière qu'on emprunte, il y a des gens qu'on va rencontrer tout au long de notre parcours qui vont un petit peu nous mettre les bâtons dans les roues, nous faire éviter de prendre par exemple des décisions, même si elles sont bonnes. Et ça part aussi des fois de leur propre crainte. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent, moi, j'aurais pas pu faire ça. Ouais. On est dans un secteur très concurrentiel quand on fait de l'art et de la création de contenu ou de la photo. Il y a que quelques places en fait, donc pourquoi c'est toi et pas d'autres ? Qu'est-ce qui te différencie de tel artiste ou de tel autre artiste ? Et ta famille,
Christian Mamoun dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton orientation de carrière? Des fois, c'est un petit peu difficile quand il s'agit, encore une fois, de carrière artistique, créative ou même d'entrepreneuriat. C'est un autre registre, mais c'est à peu près difficile à faire accepter à l'entourage, à la famille, notamment par rapport à l'instabilité financière, la prise de risque, etc. Comment ça s'est passé pour toi dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Est-ce qu'on t'a dit non, on fait pas ça? Voilà, comment ça s'est passé? Je pense qu'une fois que le choix a été fait et que j'ai été accepté dans des bonnes écoles, ils m'ont supporté. C'est sûr que je pense pour les parents, on souhaite toujours plutôt que l'enfant fasse une école de commerce ou quelque chose comme ça, qui est stable, et dont on a en fait une vision de ce que c'est. Parce que, par exemple, le métier que je fais actuellement de créateur de contenu, il n'existait pas il y a 5 ans encore. Donc parfois, il faut expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi ça a de la valeur et qu'est-ce que ça peut apporter, parce qu'en fait, en réalité, c'est un énorme marché avec des énormes budgets. Mais je pense que c'est en train de venir parce que les gens prennent de plus en plus de conscience qu'est-ce que ça représente en fait. C'est un métier aussi parce que longtemps ça a été... Moi je pense que justement la différence, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, c'est que la création de contenu, c'est quand tu mets vraiment de l'effort, tu as vraiment une vision, tu partages, tu racontes des histoires, tu partages quelque chose de quand même profond. Et alors que l'influence ou l'influenceur, c'est autre chose. Si on en a parlé aussi, les placements de produits, un petit peu le show-off, je suis là, je suis partie à Bali et tout, alors que toi tu fais vraiment de la création de contenu et voilà, c'est hyper important de souligner ça parce que ça se voit que tu mets beaucoup d'efforts dans tes vidéos. C'est venu comment d'ailleurs? Tu as démarré comment la création de contenu? En fait c'était vraiment, je suis allé souvent à des événements et je me disais quand je vais à des endroits cool, je peux aussi en parler. À la base c'était ça, c'était pas une démarche hyper genre je vais devenir créateur de contenu. C'est venu comme ça. Et puis la photographie, c'est un métier qui va beaucoup changer avec le temps. Je pense que l'intelligence artificielle est là et elle va pouvoir remplacer beaucoup de choses qu'on fait en photographie commerciale aujourd'hui. Ou sinon, ça va devenir des métiers extrêmement techniques où on reste beaucoup de temps devant un ordinateur et on fait que ça. Et moi, je suis devenu photographe à la base parce que j'ai envie d'être à la plage et de travailler, de voyager, d'être avec des gens sympas. Et donc, en fait, c'est ça. En fait, je pense que j'ai réduit ou j'ai compressé ce que j'aimais dans la photographie, dans ce que je fais actuellement. Il y a une vidéo que j'ai fait récemment avec le grand chanteur Abdelwahab. Ouais, j'ai vu. Excellent. Qui a généré, par exemple, en 24 heures 100 000 vues et en 48 heures, tout plateforme confondue, 1 million de vues. En fait, nulle part ailleurs, tu as ce genre d'impact aussi rapidement et aussi immédiat. De façon instantanée, c'est vrai. C'est ça. Et ça peut faire peur aussi, non? Oui. Je pense que, en fait, moi, je ne raconte pas non plus n'importe quoi dans mes vidéos et je fais attention à ce que je dis, ce qui est dit. En fait, je pense qu'il y a une responsabilité envers son public. Et beaucoup de tes vidéos, ta création de contenu se passe au Maroc. Comment s'est fait ce choix? Comment tu t'es dit, il y a des choses à raconter au Maroc, je veux partager ces histoires de ces différentes personnes. Monsieur Brochette aussi que j'ai beaucoup adoré, et plein d'autres d'ailleurs. On invite les personnes qui nous regardent à aller checker, si ce n'est pas encore fait, ta page Instagram. Il y a beaucoup de contenu hyper sympa, c'est léger, tu apprends beaucoup de choses. Mais comment s'est fait ce choix, le Maroc? Pourquoi le Maroc? C'est très philosophique. Pourquoi le Maroc? J'ai des attaches fortes familiales au Maroc et je pense que c'est rencontrer ces personnes-là, c'est comme souvent des gens d'une génération un peu plus âgée que moi qui, pour moi, ont quelque chose d'absolument extraordinaire, en fait, une forme de résilience d'avoir tenu le même métier, pas forcément dans des conditions faciles, mais qui ont tenu, qui sont résilients et même plutôt contents quand on leur parle de ça. Et je trouve ça extraordinaire et c'est peut-être aussi une façon de me miroiter ou de me poser moi-même la question qui je suis ici face à ces personnes-là. En fait, qui je suis, comment est-ce que je pense qu'en fait, quand tu fais de la photo, quand tu fais des vidéos quelque part, tu fais toujours un peu des autoportraits. Tu vois c'est vrai. C'est un regard subjectif. C'est juste en mouvement. C'est ça. C'est ça la moi, différence. en compte là, je les trouve souvent très touchants. En fait, c'est des personnes que je respecte énormément et qui, j'espère un jour, j'aurai un quart de leur dignité à la fin de leur vie, en fait. Et c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué ou la rencontre qui t'a le plus marqué? Ça serait laquelle? Est-ce que tu t'en rappelles? C'était la toute première vidéo qui avait explosé sur les réseaux. C'était le monsieur des livres à l'Aqsa, à Rabat. Qui, je trouve extraordinaire de rester 60 ans au même endroit à vendre des livres. Et je trouve ça noble de vendre des livres, en fait. Parce puis il paraît qu'ils les donnent parfois quand les personnes n'ont pas les moyens. Ça c'est vrai,
C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Aussi, des fois, il se peut que tu prennes, tu achètes un livre et des fois, il t'en donne un autre. Voilà, il est vraiment dans le partage. On sent qu'il n'est pas là pour faire de l'argent, c'est son métier, mais il est là aussi pour transmettre quelque chose. Exactement. Et en fait, lui, en soi, c'est déjà une transmission, en fait, cette personne, quand on l'écoute un peu parler, quand on le rencontre. Et voilà, c'est quelqu'un qui, tu pourrais avoir un regard où tu te dis, il n'a pas grand-chose, il est assis dans un petit endroit, mais en fait, il a l'air... il est tellement digne dans cette situation-là que je pense qu'il nous apprend tous quelque chose, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est le fait de rencontrer des personnes qui, des fois, de premier abord, on peut se dire mskin, alors que pas du tout, en fait. Non, je pense que ça se trouve qu'il est beaucoup mieux que nous. Pas toi, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que des fois, on a tendance à juger parce qu'en fait, il n'y a pas le statut, ou il n'y a pas l'aspect financier, etc. Alors que pas du tout. Au fond, ils ont peut-être des choses... beaucoup plus ils ont une forme de richesse, certainement. Mais après, il ne faut pas romantiser les choses. Peut-être ils auraient eu envie d'avoir autre chose dans leur vie. Mais je pense que dans la situation telle qu'ils la vivent actuellement, j'ai l'impression qu'ils le vivent avec beaucoup de dignité. La résilience aussi, c'est hyper important. Et tu les revois, ces personnes que tu croises comme ça ? C'est souvent un peu en one shot. C'est souvent une rencontre et puis chacun fait sa route, chacun fait son chemin. Et on a parlé de la vidéo qui t'a le plus touché ou le plus marqué. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière en tant que photographe, je ne sais pas, une exposition, un événement que tu gardes en tant que meilleur souvenir ? C'est-à-dire, si je te dis, Christian Mamoun, c'est quoi ton plus beau souvenir professionnel ? Tu penses à quoi en premier ? En fait, il y en a plein. Et il y en a plein, donc, mais c'est souvent aussi des photos que j'ai fait en privé, avec des clients plus privés. Parce que quand tu fais une photo commerciale, c'est une photo qui est destinée à un magazine ou à un affichage ou quelque chose comme ça, mais qui ne va pas durer dans le temps. Et quand parfois tu fais ça dans des portraits chez des gens privés, c'est des photos qui vont rester dans la famille pendant très longtemps. Et donc peut-être les arrière-petits-enfants se souviendront encore. Et moi je trouve ça c'est très beau en fait. Ça a une valeur qui n'est pas monétaire justement, c'est une valeur émotionnelle. Et c'est ça aussi la beauté des photos, c'est que ça traverse les temps. Et si on la préserve et on la garde, voilà, ça peut nous on tombe par exemple maintenant sur des photos de... Moi j'ai connu mon arrière-grand-mère juste sur une photo, je ne l'ai jamais connue. S'il n'y avait pas cette photo, j'aurais jamais mis un visage sur elle. Donc je pense que c'est hyper important. Et maintenant, même avec le digital, les smartphones et tout, il ne faut pas laisser de côté cette notion de photo comme on la connaît, photo, album, palpable, quoi, parce que je pense que c'est ça qui reste dans le temps. Il y a une citation du photographe officiel d'Obama qui dit j'ai écrit l'histoire. Et au début, je trouvais ça un peu prétentieux comme phrase. Mais quand il s'assoit, il explique qu'en fait, quand on se souvient d'un événement historique, on se souvient d'abord de l'image, avant de se souvenir d'un discours ou d'un son ou d'une odeur. C'est vrai. Et donc, les photographes créent d'une certaine manière le souvenir de l'humanité. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à, pas dénigrer, mais rendre un petit peu petit tout ce qui est rétro, vintage et tout, on l'appelle là maintenant vintage, rétro. Si tu as un appareil photo, on te dit c'est old school, regarde, il y a des smartphones et tout. On en a aussi en parallèle, mais je pense que c'est hyper important de garder aussi l'autre côté, que ce soit même en musique d'ailleurs, même si c'est pas la même chose que les photos, mais je pense qu'un bon vinyle, c'est pas comme une clé USB ou un MP3. Je sais pas, c'est pas la même chose en fait. Le vinyle, on va l'écouter en entier sur Spotify, on va switcher de chanson en chanson, mais on aura accès à beaucoup plus de choses. Oui, ça c'est vrai. Je pense que l'un n'est pas très comparable à l'autre en fait. Moi par exemple, je suis hyper la vérité. Après, je sais un petit peu problématique, mais j'aime bien tout ce qui est où tu fais par exemple le vinyle, le geste de prendre un vinyle, de le mettre sur un tourne-disque et de savourer le moment. Je trouve, pour moi, c'est beaucoup plus impactant que d'écouter par exemple d'affiler plusieurs chansons. Quoique ça aussi, c'est un côté hyper pratique et tu découvres d'autres artistes. C'est ça, c'est pas du tout la même démarche. C'est deux choses complètement différentes, mais ça serait dommage de laisser de côté en fait l'autre côté un peu vintage. Je pense que c'est des choses qui peuvent exister en parallèle et coexister en fait. Je pense que c'est bien, faut pas exclure. Ouais, c'est vrai. Faut pas exclure. Faut garder les deux et voilà, chacun trouvera son compte finalement dans chaque chose. Christian Mamoun, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais concrétiser ou réaliser, on va dire un rêve, un objectif pro, un projet sur lequel tu travailles que tu aimerais réaliser à court, moyen ou long terme? Je crois que le travail que je fais actuellement sur Instagram, il a vraiment le potentiel d'être plus long en fait, d'avoir plus de moyens et de faire ça avec plus d'impact et plus de
Ça pourrait être un film long métrage, un documentaire. J'aurais bien aimé avoir le temps d'interviewer ces personnes beaucoup plus longtemps parce que je pense qu'ils ont construit en partie notre pays. Ouais, c'est vrai. Et ils ont des choses à dire. Quelque part, je photographie, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est des gens qui ne vont pas rester longtemps encore avec nous. Et c'est un Maroc qui va disparaître. Je pense que les générations nouveaux, forcément, ils sont différents. Ils ont une autre approche à la vie. Et c'est une forme de documentation ou de conservation aussi, de garder en fait ces regards-là et ces voix. Et ça serait possible, moi je pense que c'est possible, si tu repars voir les profils qui t'ont raconté des histoires, tu peux d'une façon ou d'une autre, et je pense que ça serait une très bonne idée aussi en version documentaire, c'est vrai que hyper intéressant. Parce que mes rencontres sont souvent courtes, et ils vont du coup à l'essentiel, et parfois ça peut être sympa d'avoir un peu plus de temps, plus de matière. Plus de matière, d'aller plus en profondeur. Et tu leur parles longtemps et tu coupes ou tu leur parles juste ce qu'on voit? Je pose quelques questions, j'ai quelques réponses. Ça dure pas très longtemps, ça dure peut-être 1 heure maximum, 30 minutes, 1 heure. Et tu coupes vraiment la petite partie qu'on voit finalement sur... Je coupe, tu sais, dans une interview, toi tu le sais très bien, souvent les gens se répètent, ils disent la même chose 4 fois. Je garde juste l'essentiel. Et c'est difficile parce que des fois, moi ça m'arrive, parce que voilà, des fois tu as une contrainte de temps. Et tu es face à une personne qui t'a raconté tellement de choses intéressantes et tu te dis, je sais pas ce que je vais couper, ça serait dommage. Et tu es vraiment... Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, c'est notre métier, de choisir en fait quelle est la partie en fait, qu'on considère importante ou qu'on veut mettre en avant. C'est l'editing. Ouais. Et le côté obscur des réseaux sociaux, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as des haters, des gens qui t'envoient des messages pas très gentils ou pas du tout? Parce que voilà, Instagram, on le sait, après ton contenu, franchement, je ne vois pas... Il y a de temps à autre des personnes qui disent on ne veut pas avoir des étrangers chez nous, rentrez chez vous. Je comprends, j'ai une compréhension envers cette réaction dans le sens où, effectivement, des Marocains peuvent vivre beaucoup de racisme à l'étranger. Et donc, ça peut être une forme de juste, en fait, on reflète quelque chose qu'on a déjà vécu. Oui, mais d'un qui vous dit que je suis un étranger. Ma voix est très claire contre le racisme. Je n'accepte la discrimination et le racisme dans aucun cas, dans aucune forme. Et je me suis battu et je me battrai toujours contre, en fait. Moi, je suis tout à fait, je pense que ça se voit à mon travail pour l'inclusion et pour la communion de tout le monde. On peut tous vivre ensemble. Je crois très fortement au vivre ensemble, en fait. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à l'un et l'autre. Et notre monde, c'est peut-être un peu idéaliste, mais il sera bien meilleur si on accepterait ça. Si chacun d'entre nous met la main à la pâte, on peut y arriver. Après, si on revient aux haters ou aux messages un petit peu haineux sur les réseaux sociaux, moi je vais du principe que si tu n'aimes pas forcément un contenu, tu n'es pas obligé de le suivre, en fait. C'est ça. Exactement. T'es pas obligé de le suivre, t'es pas obligé d'aller blesser les gens gratuitement, juste ne regarde pas et puis voilà. Parce qu'on sait pas la personne par quelle phase elle passe dans sa vie et des fois il suffit d'un message haineux ou d'un commentaire négatif pour qu'on détruise un peu self-esteem de la personne et tout, donc faut vraiment... C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Après c'est vrai que moi mon contenu n'est pas très personnel, en fait je parle pas beaucoup de moi, je fais parler des gens. Donc les gens peuvent pas dire grand-chose sur moi dans le fond. Tu as de la distance en fait finalement, C'est juste moi, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence avec un influenceur. Moi, mon travail n'est pas montrer ce que je fais le matin ou... je parle pas en fait de ma vie privée. C'est ton travail, c'est ta création de contenu, c'est les histoires que tu racontes aussi. Christian Mamoun, cette fois peut-être pour les jeunes notamment qui seraient passionnés de photographie. On en a un petit peu parlé en début d'échange du fait que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Mais voilà, si... par le fruit du pur hasard, il y a des jeunes qui aimeraient se lancer dans la photographie, en faire un métier ou en faire une passion, on va dire une passion professionnelle. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Alors pour être photographe, en fait, il n'y a pas besoin de faire des études. On peut faire... en fait, il faut aller regarder qu'est-ce qu'on aime comme photographe et en fonction des possibilités, l'assister idéalement. En fait, la photographie, ça prend sur le tas, c'est un entraînement. S'il y a un aspect très technique, il faut apprendre comment est-ce qu'on pose la lumière, quelle optique pour quelle photo, quel boîtier pour quelle photo. Donc ça s'apprend vraiment en faisant. On n'apprend pas ça à l'école. Ce qu'on apprend à l'école, c'est le discours, c'est l'histoire, c'est le savoir en fait. Mais donc pour devenir photographe, vous pouvez aller assister au début, comprendre et faire au fur et à mesure vous-même et vous éduquer. Par contre, ce qui est vraiment important pour devenir photographe, je crois, et c'est là où vous allez vous démarquer des autres, c'est avoir de la culture générale. Et ça, elle se trouve
oui, ok, on peut trouver ça sur Instagram, mais elle se trouve aussi beaucoup dans les librairies. Ouais. Et en grande partie, en fait, je invite tout le monde à lâcher un peu les portables et d'aller dans une librairie ou une bibliothèque et de regarder les livres photos des grands maîtres, Avedon, Richter. Là, de nouveau aussi, il faut trouver le photographe et le style courant photographique qui nous plaît et de vraiment bien le connaître. Ouais. Et pas juste regarder les photos et se dire oui, c'est sympa, c'est beau, mais de comprendre pourquoi cette photo a été faite, dans quel contexte, qu'est-ce qu'elle raconte en fait. Parce que, en fait, comme on a dit, la photographie crée en fait le souvenir de l'humanité. Et donc, en fait, c'est une responsabilité finalement. Oui, une responsabilité. En fait, une photo, c'est bien plus que juste une image, c'est une histoire. C'est vrai, c'est vrai. Et pour ceux ou celles qui voudraient devenir créateurs de contenu, voilà, un petit peu, c'est un métier, mais il y a beaucoup de gens qui le prennent aussi comme le côté tendance. Tu vas avoir des followers et tout, une communauté. Alors qu'il n'y a pas que ça, en fait, c'est une énorme responsabilité aussi, comme la photo, et même plus que la photo, parce que quand tu prends la parole et que tu as des gens qui te suivent et tu véhicules des messages, etc., tu les impactes d'une façon ou d'une autre. Pour les gens qui ont envie de faire un métier de ça, en fait, de faire de la création de contenu un métier. Qu'est-ce que tu peux leur dire dans ce sens ? De la création de contenu, je pense que c'est très similaire, en tout cas mon approche à ça, que la photographie, il faut trouver en fait un thème, une ligne directrice, une ligne éditoriale, et une fois que tu l'as bien défini, tu sais de quoi tu veux parler, tu te produis. Ouais. Le numérique, contrairement à la photographie, est assez brutal parce qu'en fait ton succès est vraiment mesurable avec des chiffres. Est-ce que tes vidéos ont fonctionné ou pas ? S'ils ne fonctionnent pas, ça veut dire que ça va marcher. Ouais, c'est vrai. Il faut baisser les bras si on n'a pas beaucoup de... Non, mais j'ai lu l'autre jour une citation que je trouvais très intéressante. Répéter quelque chose qui ne marche pas en espérant que ça marcherait la prochaine fois relèverait de la folie. Quand au bout de 10 vidéos, tu vois que tu n'as zéro vue et qu'il n'y a rien qui fonctionne, change. Ouais, c'est vrai. Répète pas à l'infini quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, si le but c'est d'être vu, si tu veux faire des vidéos juste pour toi-même, pour t'amuser, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais si le but c'est de devenir viral et d'avoir des vidéos et des personnes qui te suivent, il faut faire quelque chose qui correspond à ce qu'on veut voir. Ouais. C'est vrai, ça dépend de ton approche en fait finalement, ton approche personnelle par rapport à la chose. Si tu veux vraiment que ça devienne rentable et que ça devienne un métier, ou est-ce que tu as le souffle pour que ça prenne le temps que ça va prendre. Et aussi, du coup, tu acceptes que peut-être ça ne prendra jamais. En fait. Parce que les réseaux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont saturés. Il y a beaucoup de gens qui téléchargent en permanence, non-stop, des vidéos et des photos, et qui sont très bons, et qui ont les moyens, et qui foncent. Donc, si tu veux réussir là-dedans, il faut sortir du lot aussi. Il faut faire quelque chose qui n'est pas beaucoup fait. Ouais. Et qui, en même temps, est authentique. Si tu répètes, et puis oui, il faut être original en fait. Il y a déjà 1000 personnes ou des millions de personnes qui nous racontent leur routine beauté. Ouais. Est-ce qu'ils ont mangé un jour dans mon assiette ? C'est ça. Je pense que c'est très concurrentiel en fait. Si on parle en termes de marketing, autant faire parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui a aussi de l'intérêt. Et Christian Mamoun, est-ce que tu es team faire ce qu'on aime ou aimer ce qu'on fait ? Elle est où la différence pour toi ? Franchement, personnellement, pour moi, il n'y a pas forcément de différence, mais je pense que si on aime ce qu'on fait, on finira un jour par faire ce qu'on aime. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Parce que si on donne vraiment le peps qu'il faut, on se dit, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, par exemple, pour le moment, mais par éthique aussi, il faut bien faire les choses, et quand tu les fais bien, tu finis un jour par faire, je pense. Je pense que je crois qu'il faut quand même, en tout cas moi, dans ma vie, je suis hyper conscient du fait que je suis extrêmement privilégié de faire ce que je fais. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir suivre mon intuition. Et c'est pas parce que je suis privilégié que ça n'a pas été dur. Parce que je me suis battu pour ce que je fais. Bien sûr. Mais c'est comme déjà un privilège de pouvoir se battre pour ce qu'on a envie de faire. Ouais. Pas tout le monde est dans cette situation. Mais si on a cette possibilité-là, cette chance, je veux dire, on vit une fois. Et dans cette vie, essayons de faire quelque chose qui a du sens, qui apporte quelque chose. Et si c'est juste faire rire, ça en apporte un peu de joie. Bien sûr, ça n'est pas forcément, ça n'a pas de, il n'y a pas de prétention à avoir en fait. Faisons quelque chose qui fait sens pour soi et peut-être pour les autres. Christian Mamoun, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui et d'avoir papoté, et on a retracé ensemble ton parcours. C'était vraiment un plaisir et je te souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah, et un documentaire. Je vais rester à l'affût. Je vais checker tes réseaux pour voir le documentaire qui va tout condenser, Inch'Allah. Pour le moment, c'est pas encore en route, mais ça va venir. Inch'Allah, je le sens. Merci. On y croit. Merci beaucoup, Christian. Merci.
Medi 1. Karima, Job Story.